Est-ce que le rôle des polytechniciens est aussi important qu'on le dit généralement quand on parle des Saint-Simoniens? Est-ce que ça a été véritablement l'école qui a fourni la base des disciples? La base peut-être pas, mais il y a une énorme fraction, disons, dans les instances dirigeantes du mouvement. Enfantin est un ancien polytechnicien, Michel Chevalier, qui va diriger le journal du mouvement Le Globe, est un polytechnicien. Disons, il y a un très fort recrutement polytechnicien, ça c'est absolument indéniable. Le saint-simonisme recrute plus généralement, disons, parmi les autres capacités, hommes de loi, médecins, mais il est clair que les ingénieurs vont très fortement marquer le mouvement. Plus d'ailleurs que ce que j'avais pensé autrefois, en m'appuyant sur d'autres archives. En fait, il y a eu quand même plusieurs centaines de polytechniciens entraînés de près ou de loin dans l'orbe du mouvement. Oui, ils y voyaient la pensée de leur métier presque, de leurs entreprises, de la modernité, ils y voyaient du futur. Ils y voyaient, je crois, le moyen de réconcilier. La première moitié du 19e voit déjà apparaître les syndromes de ce qu'on appellera plus tard le divorce entre les deux cultures, le monde humain ordinaire et le monde scientifique et technique. Et les polytechniciens saint-simoniens, ils voyaient le moyen de réconcilier la science, l'industrie d'un côté, avec la société, avec la générosité. Donc, ils y voyaient aussi effectivement un moyen de justifier les grands travaux d'infrastructure au nom du progrès. Donc, c'est plus cette espèce de réconciliation, finalement, qu'ils visent. Donc, un mouvement qui se constitue, qui est très actif. Il y a les fameuses prédications saint-simoniennes qui sentent un peu la religion aussi, inspirées des clercs. Mais c'est quand même très étonnant. Ils s'en allaient dans les provinces. Et il parlait aux ouvriers. Et parmi les prédicateurs, il y avait des femmes aussi. Tout ça est assez étonnant. Et puis alors, il y a les conflits. Vous avez évoqué le schisme avec Bazard. La retraite à Ménilmontant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de retraite à Ménilmontant qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, avant le procès? C'est Enfantin et une quarantaine de ses disciples qui se retirent dans une propriété à Ménilmontant que possédait celui-ci pour préparer la rédaction des fondements de la nouvelle religion. Donc, comment s'appelle ce livre d'ailleurs? Le Livre Nouveau. Le Livre Nouveau. Toujours nouveau chez les Saint-Simoniens. Absolument. C'était la nouvelle bonne nouvelle. Et donc il se retire. Alors ça donne une communauté assez étonnante. D'une part, les disciples mariés doivent quitter leur femme pendant quelques mois, donc parce que tout le monde doit vivre dans le célibat et la chasteté, et en plus avec une communauté dans laquelle il y a des sortes d'inversion des rôles. Les polytechniciens cirent les chaussures et les garçons bouchers se font servir par les médecins, donc une espèce de monde dans lequel toutes les conditions sociales sont momentanément suspendues dans l'attente de cette parole nouvelle. Donc tous les soirs on se réunit pour élaborer les chapitres du Livre Nouveau, donc une aventure tout à fait singulière. Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers parmi les Saint-Simoniens? Est-ce que ça a attiré les ouvriers? Ça a attiré énormément les ouvriers. Jacques Rancière l'avait déjà noté dans La Nuit des prolétaires. Je dirais, ça a attiré au plus fort du mouvement plusieurs milliers d'ouvriers. Et pas seulement à Paris, à Metz. Il y a une très belle lettre d'un des chefs de l'église de Metz, Saint-Simonienne de Metz, un ingénieur artilleur, qui explique qu'il ne sait pas que faire des ouvriers. Ils viennent tellement nombreux que la salle est trop petite et que faire de tous ces ouvriers? C'est un message d'espoir et de réconciliation qui va beaucoup frapper le monde ouvrier autour des années 1830. Je dirais, de ce point de vue, le saint-simonisme a eu réellement un très fort impact. Oui. Est-ce que le fourriérisme a attiré le monde ouvrier en général? Non, en fait, il y a eu probablement quelques ouvriers, mais c'est un mouvement qui reste beaucoup plus circonscrit socialement à ce milieu, effectivement, des capacités, souvent intellectuellement moins prestigieux, j'allais dire. C'est un milieu où pullulent les médecins. Beaucoup de médecins. Pas mal d'architectes, quelques figures un petit peu comparables, j'allais dire, celle de Victor Considérant, par exemple, qui a un profil, lui, également de polytechnicien, il est dans le génie, il est capitaine du génie, et il y a quelques autres personnages qui s'apparenteraient, j'allais dire, des points communs avec cette structure ingénieure et polytechnicienne saint-simonienne, mais dans l'ensemble, le mouvement fourriériste est resté un auteur anglais qui dit petit bourgeois. C'est un milieu qui est effectivement
très circonscrit. Il n'y a pas eu, même si Maurice Agulon, dans son grand livre sur Toulon, cite l'existence d'un restaurant phalanstérien à la fin des années 1840, où de nombreux ouvriers des arsenaux, peut-être d'ailleurs les mêmes qui étaient Saint-Simoniens une décennie. Il y a eu beaucoup de... Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de transfuges, oui. Et c'est vrai que, bon, vers la fin de la période, autour de 48, pour aller vite, c'est vrai que dans la mesure où les fourriéristes se sont intégrés à l'aile gauche du Parti républicain, ils ont touché une partie du monde ouvrier. Mais moi, j'ai très peu vu. Bon, d'un côté, mes sources étaient écrites et imprimées, donc j'ai très peu vu de traces d'une réelle implication ouvrière dans le mouvement. Cela dit, chez les Saint-Simoniens, enfin, si je peux me permettre, ça se passe assez mal finalement, parce que ces ouvriers sont cantonnés au rang subalterne de la hiérarchie. Et je dirais, finalement, bon, l'aventure ou la dimension ouvrière du saint-simonisme se solde par un échec, un terrible échec. Alors, il y avait aussi la présence des femmes, qui a été soulignée dans d'autres ouvrages. Quand Flora Tristan fait sa prédication pour l'Union ouvrière, elle n'est pas saint-simonienne elle-même, mais elle s'appuie sur les fameux réseaux saint-simoniens. De ville en ville, elle va chez les saint-simoniens et elle retrouve des femmes saint-simoniennes la plupart du temps. Donc, des mouvements, des nébuleuses, des réseaux, avec des gens qui passent de l'un à l'autre parfois, qui vont, notamment pour les saint-simoniens, irriguer pendant longtemps la société en se retrouvant dans les affaires, dans la banque, dans les chemins de fer, une force finalement, mais aussi des idées. Alors ces idées sont notamment, en tout cas un aspect important de votre livre, Antoine Picon, des idées sur les sciences et les techniques. Quelles étaient les idées dominantes de Saint-Simon dans ce domaine-là ? Saint-Simon est, je dirais, le premier apologiste de l'industrie. Peut-être le premier à comprendre que l'industrie, ce n'est pas seulement des techniques, c'est de l'organisation sociale. Et donc à essayer de repenser qu'est-ce que c'est qu'une société organisée autour de l'industrie. Ce qui va conduire Saint-Simon à imaginer une société avec des classes, scientifiques, artistes, producteurs, avec plusieurs versions, ce qui va le conduire à toute une série, et ce qui va le conduire aussi à une conception quelque peu managériale du politique, puisqu'il s'agit désormais de substituer à la politique des hommes l'administration des choses, selon une de ses formules. Il avait le sens des formules, Saint-Simon, énormément. Oui, les Saint-Simoniens aussi à sa suite. Ce qui fait d'ailleurs qu'on fera souvent des Saint-Simoniens des grands ancêtres des technocrates. Il y a un désir finalement de sortir des apories du politique et d'instaurer une société harmonieuse parce que convenablement organisée. Là où ils ne sont pas vraiment des technocrates, c'est qu'il y a en même temps cette impulsion religieuse, ce désir d'une sorte de transcendance finalement spirituelle qui dépasse de très loin ces thèmes organisationnels. Oui, mais quand ils disent industrie, et Dieu sait s'ils prononcent le mot industrie, on a parfois l'impression qu'ils pensent activité productive, pas nécessairement usine mécanique. Chemin de fer, oui. Alors combien ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Pour une raison d'abord tout à fait simple. La France des années 1820-1830 n'a que très peu de grande industrie. Donc en fait, la réalité productive française, c'est une réalité encore très largement artisanale. Du coup, effectivement, l'industrie, selon Saint-Simon et même selon ses disciples, c'est encore une industrie très 18e siècle, au sens d'industrieux, une industrie des 1001 métiers où on produit quelque chose, de l'ameublement à la reliure, enfin tout ce milieu finalement de l'artisanat urbain. Alors il y a effectivement dans le domaine des grandes infrastructures, là on est déjà plus proche, disons, de l'industrie au sens moderne. Mais il est vrai que, paradoxalement, les Saint-Simoniens n'ont pas vu ce que verra plus tard Marx, c'est-à-dire la naissance de la grande concentration industrielle. Marx qui se réclame souvent de Saint-Simon, parfois. Qui s'en est beaucoup servi, sans toujours le dire, mais qui s'en est beaucoup servi. La vision historique de Marx a quand même largement emprunté à Saint-Simon et à ses disciples. Disons d'ailleurs que, assez curieusement, le fait que les Saint-Simoniens n'aient pas vu la naissance de la grande industrie aussi nettement que le feront plus tard Marx et Engels, les rend d'un certain point de vue, là encore, plus proches de nous.
parce que du coup, ils sont beaucoup plus sensibles, encore une fois, à ce régime de la communication, des médiations, à la figure des réseaux. Ce qu'on appellerait le tertiaire aujourd'hui. Voilà, c'est une étrange pensée du tertiaire. Voilà, Mais... c'est tout à fait ça. Et donc, ça les rend beaucoup plus proches, finalement, de nos sociétés qu'on qualifie parfois de post-industrielles que Marx, avec une vision donc beaucoup plus décentralisée des circuits du capital. Oui. Il pense réseau, il pense communication, chemin de fer, canaux. L'isthme de Suez, voire l'isthme de Panama, mettre en communication les mers et les territoires, c'est une pensée, j'allais dire, de la globalisation, en définitive, on pourrait dire, planétaire. Oui, c'est une pensée planétaire, tout à fait. La partie que j'ai consacrée dans le livre au territoire, à la ville, je l'ai intitulée « La demeure de l'homme », parce qu'il y a un très beau texte de Jean Reynaud qui se termine en disant « Il est temps de faire de la planète la véritable demeure de l'homme » et sous-entendu l'aménager dans sa totalité. Jean Reynaud qui d'ailleurs pensait aux autres mondes encore, c'était l'espace, Jean Reynaud. Oui, et ensuite il se lancera dans des choses, c'est plus tard. Pensée spatiale, plus tard. Plus tard, dans des essais sur la transmigration des âmes, qui sont là aussi bien de leur époque. Oui. Fourier et ses amis, c'est une pensée, au contraire, plus locale, me semble-t-il, c'est différent. Oui, c'est différent, et je crois que ça... Peut-être qu'en repartant de l'expérience, des expériences comparées de Saint-Simon et de Fourier, et de leur lecture, disons, du changement que constitue à la fois l'industrialisation et la Révolution française, Saint-Simon, lui, met en avant, je crois, une espèce de... l'idée qu'on rentre dans une nouvelle ère, qu'on est au départ de quelque chose. Quelque part, je crois que Fourier, lui, considère que ces soubresauts, c'est l'agonie d'un vieux monde, c'est la civilisation. Et lui, il pense qu'on est à la fin d'un cycle, et il voit la Révolution française comme le dernier soubresaut d'un système qu'il appelle la civilisation, qui pour lui est un terme très péjoratif, qui est la fin du délabrement du système social, et qu'il se projette dans un avenir, effectivement, celui donc de l'harmonie qu'il compte mettre en place. Mais je crois que, comme beaucoup d'autres à l'époque, comme d'ailleurs à la limite peut-être la grande majorité des économistes libéraux, il n'a peut-être pas pris la mesure. Quand on lit Malthus, il n'a pas compris qu'il se passait quelque chose au niveau de la révolution industrielle. Alors que je crois que Saint-Simon, il sent un peu mieux ce qui se passe, qu'on est en train de changer de société. C'est vrai que chez Fourier, il y a un côté, tout ce qui nous apparaît à nous maintenant quand on fait des cours d'histoire à des étudiants en disant il se passe des choses fabuleuses, l'ère des révolutions et puis l'industrialisation qui progresse, le monde ouvrier, tout ça, ça lui semble à lui plutôt être des symptômes de la déliquescence de la société. C'est vrai qu'on a une espèce de vision un peu en miroir, et le projet que lui définit est effectivement... C'est plus rural d'abord. Beaucoup plus rural. Il n'aime pas les grandes agglomérations. Il déteste la ville. On va y revenir à la ville. Il déteste tout ce qui est urbain. Ce qui est très frappant, c'est que c'est en cela que finalement, moi j'avais un peu fait le choix de délaisser les Saint-Simoniens et de m'intéresser plutôt à une petite transmanche avec Owen, qui lui aussi promeut un modèle rural de communauté à la campagne. Industriel. Alors que lui, il est industriel. Et c'est très frappant de voir que l'un comme l'autre vont promouvoir donc un habitat rural, des petites communautés autour de 2-3 000 personnes, un travail avant tout. Le travail, c'est l'agriculture chez ces gens-là. Alors quand on voit la biographie chez Fourier, on pourrait comprendre peut-être, mais chez Owen, quand on voit que cet homme a possédé la plus grande filature d'Écosse et du monde, je crois, à l'époque, avec plusieurs milliers d'ouvriers, enfin quelque chose d'énorme, et que quand il propose un avenir idéal, il dit on va aller tous ensemble travailler la terre, il y aura un petit atelier dans un coin pour faire notre besoin. Ça pourrait être très très anglais aussi, cette espèce de tension qui marque l'Angleterre du 19e siècle. Probablement, il y a une nostalgie encore plus forte de la campagne dans la Grande-Bretagne qui s'industrialise. Mais ce qui est très frappant, c'est que la grande majorité, et c'est le cas d'ailleurs de l'usine d'Owen, la grande majorité des entreprises industrielles sont à la campagne. Township. Voilà. Et donc, en fait, que le paysage reste rural, c'était le cas de la plupart des usines, finalement. Des usines étaient la plupart du temps à la campagne, en France du moins. En France et en Grande-Bretagne, c'est valable aussi. Si on laisse de côté, effectivement, les énormes concentrations de type Manchester, etc., il y a quand même beaucoup d'établissements industriels de grande taille qui s'installent à côté d'un cours d'eau, etc. Donc, on pense au Creusot. On pense au Creusot. Tout à fait. Et donc, le paysage autour est rural, mais même l'activité